Évidemment, la pandémie qui aura été sur plusieurs fronts difficile pour nos organismes et c'est le cas aussi pour donc cet organisme Déclic Action. Mais ça semble prendre du mieux, donc on semble avoir un vent favorable. Je suis très content d'accueillir Gabrielle Champagne, qui en est la directrice générale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Peut-être nous rappeler ce que c'est tout d'abord pour les gens qui nous écoutent, justement, qui auraient peut-être besoin des services de Déclic Action. Là. Ce que c'est Déclic Action, fond. Bien, Déclic Action, on est la seule ressource d'hébergement en dépendance sur le territoire de Laval, puis on est également un organisme communautaire autonome qui a comme mission sociale d'aider, d'accompagner les gens et leur entourage qui sont aux prises avec un problème de dépendance, soit lié à l'alcool, la drogue ou le jeu pathologique. Oui. Et là, je le disais, ça n'a pas été évident pour vous, la pandémie. Pour votre clientèle, certes, mais pour aussi l'organisme en soi. Est-ce que ça va mieux, justement, là, présentement? Bien, les choses commencent à se placer tranquillement, mais on a quand même beaucoup d'enjeux. C'est sûr que la pandémie, pour notre clientèle, ça a été quelque chose qui a été extrêmement difficile. Pour l'organisation aussi. On a dû réajuster nos opérations de toutes parts. Et puis là, on focus vraiment sur assurer la pérennité de l'organisation et de ses 38 lits. Parce que vous l'avez dit, vous êtes le seul organisme qui, sur le territoire lavallois, peut aider les gens en problème de toutes sortes de toxicomanie, par exemple, de dépendance, comme on le disait aussi. Est-ce que la clientèle a changé depuis la pandémie ou est-ce qu'il y a du moins eu des dépendances qui se sont ajoutées? Peut-être drogue, jeu ou sur différents champs de... Bien, en fait, ça n'a pas tant changé. Ça a été plus la demande qui a augmenté, puis l'offre de services qui a dû diminuer à cause des règles sanitaires auxquelles on a dû faire face. Donc, au lieu de mettre 2 personnes par chambre, on en a accueilli seulement une. Donc, on a dû refuser des gens au début de la pandémie. En fait, ce qui a mis beaucoup en lumière, c'est les gens qui ont vécu beaucoup de stress au début de la pandémie, qui ont été très à risque ou qui ont rechuté. Donc, qui ont fait appel à nos services. Et puis, par la suite, ça a été de s'assurer de maintenir ça compte tenu du stress qui n'a pas diminué rapidement. Là. Puis qui ne diminue pas toujours. Là, présentement, là, on est dans une explosion de cas au moment de faire l'entrevue. Là, donc, on est presque au retour zéro. Là, je ne veux pas dire ça, là, mais quand même, il y a cette réalité-là. Il y a plusieurs formes de thérapie chez vous. Si les gens qui nous regardent, j'imagine qu'on n'intervient pas de la même façon quand c'est du jeu pathologique que quand on a une dépendance, par exemple, aux drogues. Donc, il y a différentes façons d'intervenir. En fait, on a plusieurs programmes de services. Okay. On ne fait pas uniquement de la thérapie. On fait de l'aide et soutien à la désintoxication. Donc, c'est un temps d'arrêt où la personne reprend un peu le contrôle sur sa santé puis ses symptômes qu'elle vit de la dépendance. Ensuite de ça, on a un programme qui est de la thérapie avec hébergement. On a également de la réinsertion sociale pour les gens qui se retrouvent sans logement, qui sont à oui, les accompagner. Oui, sans domicile fixe ou à risque d'itinérance très, très élevé. Et on a par la suite, quand ils quittent l'hébergement, un service en continu pour le service à l'externe en groupe et ou en individuel selon les besoins. Et on offre également un service pour les proches et l'entourage qui sont touchés également par la problématique puis qui vivent des conséquences de la dépendance. Je voulais qu'on l'aborde ça parce que c'est pas banal. Tu sais, le programme de soutien aux proches, est-ce que c'est à l'aide de des personnes, exemple, qui vivent un peu les mêmes, exemple, les pères, les conjoints, conjointes, il y a un groupe et ça se consulte, ça se rencontre une fois par semaine, par exemple, un genre ce genre de rencontre-là, un peu comme le font les toxicomanes entre eux, on le fait entre eux avec pour comprendre un peu les réalités de chacun puis s'entraider à travers ça? Ou... Bien, effectivement, on fonctionne par des ateliers de groupe. On privilégie le groupe parce que ça permet de démystifier un peu la réalité que chacun vit en se disant qu'ils ne sont pas seuls à vivre puis à les mêmes passages, je dirais, ou les mêmes difficultés. On offre également des rencontres individuelles aux besoins pour des gestions de crise ou aider à réintégrer le milieu quand la personne qui a des problèmes de dépendance quitte l'hébergement et retourne dans son milieu. Donc, pour préparer la famille, les conjoints, on fait des rencontres un peu de type familial, là, où, vraiment pour la préparation au retour. Puis soutenir également le proche qui vit des difficultés puis qui est un acteur super important dans le rétablissement de la personne qui vit des problèmes de dépendance. Et c'est comme, est-ce qu'on peut faire l'image, c'est vous qui êtes l'experte, mais est-ce que dans un certain sens, il peut devenir le proche aidant
mais sur ce plan-là, pour la personne qui est affectée par un problème de dépendance, en quelque sorte, on peut faire le lien, quelqu'un qui est malade à l'hôpital, par exemple. Donc, c'est comme le même oui, puis on le voit pendant qu'ils sont en hébergement. Souvent, le proche a un rôle très important à jouer sur la continuité du résident pendant son temps d'hébergement. Est-ce qu'il va terminer son programme? Ouais. Donc, il est un acteur très, très, très important. Puis, il soutient dans le rétablissement parce que c'est pas toutes les personnes qui vivent les mêmes phases. Il y en a qui sont au début de leur problème de dépendance. Il y en a d'autres, c'est beaucoup avec une plus grande chronicité. Donc, les conséquences sont pas les mêmes puis les besoins sont pas les mêmes. C'est ça, il y a du cas par cas qui se fait. Là, c'est sûr, vous l'avez dit, vous, c'est d'assurer la pérennité de votre organisme aussi à plus long terme, qui est une de vos, un de vos chevaux de bataille au moment de se parler. Ouais. On peut vous appuyer financièrement. De quelle façon? Est-ce que vous avez des projets aussi, des campagnes de levée de fonds, finalement, pour supporter vos opérations dans les années à venir, les mois à venir, finalement? Bien, en fait, ça fait partie de notre plan d'action cette année de nous mettre de l'avant davantage à ce niveau-là, parce que la pandémie, veut pas, ça nous a obligés à réajuster. Puis, avec tous les enjeux que ça a apporté, on n'a pas nécessairement eu toutes les ressources humaines pour pouvoir mettre ça davantage de l'avant. Cette année, ça fait partie vraiment de nos actions. Actuellement, les gens, comment ils peuvent nous aider? C'est pas uniquement financièrement. Hein? Vous comprendrez que l'organisation a besoin de bénévoles, que ce soit sur son conseil d'administration, sur des gens qui voudraient venir donner un coup de main sporadiquement quand il y a des choses qui sont à faire dans l'organisation, soit pour le bâtiment, soit pour l'entretien du terrain, soit pour justement nous aider avec des campagnes de lettres puis de demandes de dons. Donc, les gens qui ont des habiletés puis qui ont à cœur la cause peuvent nous contacter puis apporter leur contribution humaine. Ouais. Puis au niveau financier, bien sur notre site Internet, les gens peuvent faire un don directement, mais on va avoir des activités dans la prochaine année qu'on va s'assurer de faire connaître. Puis je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent actuellement qui sont passés chez vous, qui ont été capables de se relever, des proches aussi qui ont bénéficié de vos programmes et qui sont là aussi pour témoigner de l'apport positif que vous avez eu dans leur vie et que vous avez toujours dans leur vie. Alors ça, c'est un grand merci au nom de ceux-ci. Puis là, vous cherchez aussi des intervenants. Là. Ça, c'est important. Là, quand vous voulez faire des projets, mais si vous n'avez pas d'intervenants, vous êtes un peu limité, vous avez les mains liées. Là. Bien, l'enjeu actuellement, c'est que dans le domaine de l'intervention, tous les organismes, puis même le réseau de la santé, on se partage le même bassin d'intervenants. Et un des enjeux, c'était le fait que l'organisme a dû faire des choix financiers. Bien, à un moment donné, il faut qu'on demeure quand même compétitif par rapport à ce qui se fait sur le marché pour les salaires et les conditions de travail. Donc, c'est sûr que ça vient mettre une pression supplémentaire pour assurer la pérennité. Et là, l'autre enjeu qu'on y trouve, c'est que ça nous prend des intervenants qui ont des qualifications en intervention et qui sont prêts à travailler avec le cœur parce qu'on est ouvert 24 heures sur 24. Fait que des emplois de jour de 8 à 4, là, à un moment donné, on a besoin de gens de soir, de fin de semaine. On a besoin des gens qui vont être engagés puis qui ont à cœur le bien-être de la clientèle puis qui ont le goût de contribuer, dans le fond, avec une co-création pour la pérennité de l'organisation. Parce qu'il y a de la place pour nos intervenants. C'est quand même un avantage que le réseau de la santé offre peut-être un peu moins. Pour nous, les gens peuvent davantage s'impliquer dans l'offre de services. Ils sentent peut-être que leur rôle a une incidence, il y a une valorisation à travers leur travail, peut-être davantage qu'à certains autres postes ou à autres endroits dans leur domaine, dans ce domaine-là. C'est à retenir. Merci beaucoup d'être passé. Tous les liens sont immédiatement au bas de l'écran de Déclic Action. Alors, merci, puis bonne chance pour la continuité. Merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Merci d'être passé. Merci.